L'I-Occhi di Mona Lisa, c'est une histoire un petit peu triste à l'origine parce que dans ma vie personnelle, en fait, ça a été le non-avènement d'un enfant qui m'a motivé à m'inventer une enfant idéale qui est Lisa. Et en fait, Lisa, d'une certaine manière, je l'ai un peu élevée dans ma tête pendant 10 ans et ça a donné donc ce roman qui sont L'I-Occhi di Mona Lisa. Et en fait, je me suis imaginé cette petite fille qui est à la fois intelligente, curieuse, modeste, mais à qui il arrive un malheur, c'est qu'elle pourrait devenir aveugle. Et là, elle a un grand-père qui est assez génial et qui se dit, si d'aventure elle devait devenir aveugle, il faudrait qu'elle emporte avec elle toute la beauté du monde. Et où est-ce que se trouve la beauté du monde? La beauté du monde, elle se trouve dans les musées. Donc chaque mercredi, il l'invite à voir une œuvre, une seule, à se plonger dedans et à mieux comprendre l'art et à travers l'art, à mieux comprendre la vie. C'est donc aussi un roman d'initiation à la vie. J'ai mis 10 ans à écrire ce livre parce que, d'une part, il faut bien dire une chose, c'est que j'en écrivais d'autres à côté. J'en ai écrit 3 à côté, mais qui sont des essais, des biographies un peu pointues, un peu académiques. L'I-Occhi di Mona Lisa, c'est vraiment un roman avec toute une part d'invention, d'imagination. Et puis, il faut dire aussi autre chose, c'est que c'est un roman où il y a plusieurs arcs scénaristiques qui s'entrecroisent. Et du coup, pour l'élaborer, c'était pas forcément évident, d'autant que, comme à chaque fois, il y a des œuvres d'art qui vont venir servir le récit, servir l'histoire, fallait faire coïncider tout ça, et donc ça a été un peu long, c'était du travail. Moi, je fais partie d'une génération qui a eu la chance de connaître bien ses grands-parents, et j'ai adoré la génération de mes grands-parents, en particulier ma grand-mère. Et donc, ce livre, c'est aussi un hommage qui est rendu à ce lien tellement particulier, tellement extraordinaire, très très libre, très généreux, qu'il peut y avoir entre petits-enfants et grands-parents, et là, en l'occurrence, entre une petite fille et son grand-père. Donc c'est un livre autour de la transmission, et de cette transmission un peu en dehors des chemins de l'école. C'est un peu, on dirait en français, une école buissonnière de l'art, parce que entre petits-enfants et grands-parents, il y a quelque chose avec un peu moins de pression qu'entre parents et enfants, enfants et parents. Et donc c'est vrai, cette relation entre Lisa et Henri, son grand-père, je crois que c'est quelque chose de fabuleux, et quelque chose en laquelle beaucoup de gens à travers la terre entière peuvent se reconnaître. Parmi tous les enseignements qu'il y a donc dans ce livre auprès des œuvres, je crois qu'il y en a un qui est très important. C'est le premier. C'est celui devant Botticelli, c'est « apprends à recevoir ». Pourquoi apprendre à recevoir? Parce que quand on apprend à recevoir, on apprend à apprendre. Et on apprend aussi à rendre, on apprend à donner. En somme, quand on apprend à recevoir, on apprend la règle cardinale de la sociabilité qui fait que nous sommes une civilisation, que nous pouvons faire communauté, que nous pouvons vivre ensemble. Donc ça, c'est une des règles les plus importantes. Ce n'est pas la seule, il y en a 51 autres, mais pour ça, il faut lire le livre. Quand on me demande ce qu'est mon œuvre personnelle préférée, mon artiste préféré, je dois dire une chose, c'est que tous les jours, je change. Alors, pour aujourd'hui, mon œuvre préférée, c'est celle de Jacques-Louis David, qui est le Serment des Horaces. Pourquoi? Parce que dans le Serment des Horaces, il y a un immense écart entre l'artiste qui l'a produite, qui est un type qui, à mon avis, pourrait être qualifié de sale type, et une œuvre qui, elle, est incroyablement monumentale, puissante, et dans laquelle il y a à la fois du drame et de l'espoir. Et le drame et l'espoir, c'est exactement ce qui correspond au destin de Lisa. En fait, ce livre, il permet aussi à des gens qui pensent que l'art contemporain n'est pas fait pour eux, de s'y initier grâce à la présence des œuvres du passé et donc de venir progressivement vers l'art contemporain. Moi, j'adore l'art contemporain. J'estime que, par exemple, quelqu'un comme Marina Abramović est une immense artiste du XXe et du XXIe siècle. Donc, en effet, dans ce livre, on apprendra, par exemple, grâce à Louise Bourgeois, qu'il faut savoir dire non. On apprendra, grâce à Pierre Soulages, que le noir est une couleur. On apprendra, grâce à Jean-Michel Basquiat, qu'il faut dire non à toute forme de ségrégation. Bref, l'art contemporain a aussi sa place dans ce livre. Je dois dire une chose, c'est que le succès international du livre, pour moi, est une immense surprise. Ça a été en fait une histoire assez douloureuse pour moi de faire naître ce livre. Et déjà, je voyais comme un miracle sa publication en France. Donc, voir tout à coup l'emballement mondial qu'il y a autour, évidemment, c'est un grand étonnement et c'est une grande joie. Je crois qu'il y a 2 choses qui expliquent cet emballement. La première, c'est l'universalité de la particularité du lien entre grands-parents et petits-enfants. Ça parle à la planète entière. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que
notre patrimoine artistique permet d'ouvrir tous les horizons et de nous parler entre nous à l'échelle du monde.